bonjour et bienvenue à cette émission spéciale de Téléhandicap. Notre invitée d'aujourd'hui est une personnalité connue mondialement. Elle fait partie de ce courant lumière de nos jours qui relève de ce mouvement de pensée endurance, handicapé, résilience et dépassement surtout, dans le but de sortir les personnes handicapées de l'obscurantisme, par le sport tout d'abord, ou d'une part, et d'autre part, elle siège à titre de sénatrice dans l'enceinte de la Chambre haute, symbole de la démocratie, pour défendre la Constitution et les libertés qui façonnent le pays. Sans plus tarder, il me fait grand plaisir d'accueillir aujourd'hui notre championne de tous les temps, et j'ai nommé l'honorable Chantal Petitclerc. Bienvenue et très heureux de vous accueillir, Madame la sénatrice. Merci, merci de cette invitation. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Écoutez, on va aller directement avec votre jeunesse, parce que la gloire commence par quelque chose, et je pense que c'était le début de votre vie. Donc, depuis votre jeune âge, votre vie a été hypothéquée par un handicap physique qui vous empêche de marcher aujourd'hui. Mais malgré votre handicap de jeunesse, vous êtes connu mondialement par cette détermination inégalée et surtout par ce sourire contagieux qui pourrait, je pense, inévitablement diminuer la facture du ministère de la Santé. Euh, Merci. Voulez-vous, s'il vous plaît, nous laisser vivre cette période importante d'une jeune fille et l'impact de ce contact entre vous et votre handicap? On vous écoute. Ben, oui, ça me fait plaisir de parler de mon enfance, qui était une enfance tout à fait normale, mais qui s'est un petit peu, dont la direction a changé à l'âge de 13 ans, en fait. Moi, j'ai eu cet accident qui m'a rendu paraplégique à l'âge de 13 ans, donc au début de l'adolescence. Un accident tout banal, comme il en arrive trop souvent encore. On était sur une ferme et la porte, l'immense porte de grange est tombée sur moi. Je suis devenue paraplégique et euh, c'est ce qui a changé ma vie, évidemment, parce qu'un accident comme celui-là, euh, c'est quelque chose qui est hors de notre contrôle et on peut avoir l'impression que la vie s'arrête. Heureusement pour moi, bon, les enfants, on le sait, sont d'une résilience extraordinaire et j'étais comme ça moi aussi. Et surtout, j'ai eu des gens extraordinaires qui, dès le départ, ont été capables de me faire comprendre que non, que cette vie-là s'arrêtait pas, mais que effectivement, je prenais une nouvelle direction, mais quelque part, j'avais cette confiance-là que dans cette nouvelle direction, il me restait, oui, beaucoup d'obstacles. Certaines barrières, mais aussi beaucoup d'opportunités et de possibilités. Et c'est comme ça que je me suis sentie pendant toute mon adolescence, à avoir ces moments où il y avait il y avait des obstacles à traverser, il y avait des capacités, des habiletés à développer aussi dans cette nouvelle vie-là, dans un fauteuil roulant pour reconquérir une autonomie physique. Mais dès le départ, j'ai eu cette chance-là, je crois, d'avoir des gens dans ma famille, dans mon école, dans mon environnement, qui étaient vraiment capables de voir que j'avais beaucoup plus de potentiel que de limites. Et un de ces potentiels-là, ce serait l'activité physique et puis la haute performance. Waouh! Une jeunesse qui vous a donné cette belle détermination pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. C'est incroyable, c'est impressionnant. Absolument, absolument. Oui, dites-moi, vous avez commencé votre carrière, ou elle a commencé par Barcelone, si j'ai bien compris, et en terminant cette carrière glorieuse en 2008 à Pékin. D'ailleurs, au départ, Barcelone me rappelle quelque chose de très important. J'ai eu le privilège de rencontrer l'ancien président olympique, le Juan Samaranch, pour donner un coup de pouce. J'étais avec les Nations Unies dans le temps
pour aller de l'avant et vendre le livre Olympic Games pour aider les pays en voie de développement. Voyez-vous, tous les deux, j'étais avec les Jeux Olympiques, vous étiez avec les Paralympiques. Quel hasard. Donc, vous avez terminé à Pékin et avec 21 médailles paralympiques, dont 14 d'or, et sans compter les multitudes des championnats du monde et tout ce qui tourne autour des records de toutes les distances confondues, que ce soit 100, 200, toutes les distances, vous avez touché à tout. Et sans oublier, vous avez obtenu, je pense, 5 doctorats honorifiques et de nombreux prix de marque et de reconnaissance de partout, et j'en passe. Voulez-vous nous résumer cette carrière lumineuse à titre d'athlète de course en fauteuil roulant et surtout les moments les plus importants qui vous ont permis de devenir ce que vous êtes aujourd'hui? On vous écoute. Ben, effectivement, ça a été une extraordinaire aventure paralympique comme pour moi et représenter le Canada pendant 5 Jeux paralympiques, une grande partie de ma vie et qui me reste c'est très précieux, les souvenirs que j'en ai encore. Et les souvenirs de performance, vous l'avez dit, de médailles et de records, mais surtout les souvenirs de tout ce qu'on apprend quand on devient athlète, quand on décide à partir de ce talent que j'avais, euh, de ce talent, de cette passion que j'avais pour le sport, de se dire, j'en fais une carrière, je vais dédier ma vie à cette discipline-là avec les entraînements, la rigueur, la discipline, le travail que ça prend pour aller de jeu en jeu jusqu'aux Jeux de Pékin en 2008. Et c'est vrai que c'est, 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 c'est difficile de dire quels ont été les moments charnières ou les moments les plus importants pour moi. Évidemment, mes premiers jeux, ça a été des jeux formateurs, des jeux qui m'ont fait tomber en amour avec ce sport-là, mais aussi avec l'univers du paralympisme et tout ce que ça avait d'espoir, hein, quand on pense à Barcelone en 92. Il y avait tellement de barrières encore à faire tomber. Il y avait encore des préjugés contre les personnes en situation de handicap, contre les athlètes paralympiques. Et donc, il fallait prouver, il fallait démontrer qu'on avait la même capacité et la même valeur que les athlètes olympiques. Il fallait démontrer que oui, on était des personnes en situation de handicap, mais on était beaucoup plus que ça et on était défini par autre chose et par tout notre potentiel. Et donc, je me sens privilégiée d'avoir été là à ce moment-là où on était quelque part encore un peu des pionniers et où le mouvement avançait très, très rapidement. Et j'ai été témoin de, de toute cette avancée-là et de toute cette reconnaissance-là ici au Canada et partout dans le monde. Reconnaissance par nos pairs, par les autres athlètes, par les médias, par les gouvernements, par le monde corporatif aussi. Et donc, je dirais que quand j'ai pris ma retraite, après Pékin en 2008 avec mes 5 médailles d'or à Pékin, donc un total de 21 médailles. J'avais cette espèce de sentiment-là que j'avais traversé la ligne d'arrivée comme athlète, mais aussi que le mouvement paralympique était comme jamais avant. Je suis revenue ici avec mes 5 médailles et j'ai le souvenir du, de ma ville, de Montréal, mais du pays qui m'accueillait. Je veux dire, on était dans les médias, on était dans des reconnaissances sportives, meilleur athlète de l'année, tout ça. Et oui, c'est toujours un privilège et c'est toujours un grand plaisir au niveau individuel, mais je sentais que c'était important pour toute la communauté de personnes qui vivent avec un handicap parce qu'enfin, on disait que dans le fond, le handicap, c'était pas ça qui est important, c'était pas si important. Et le message que ça envoyait, c'est que
peu importe nos habiletés, peu importe nos limites, peu importe euh, ce qui nous arrivait comme personne, d'où on vient, ce qu'on choisit de faire avec notre vie, euh, une personne en situation de handicap au Canada peut faire tout ce qu'elle veut faire, peut devenir tout ce qu'elle veut devenir. Et ça, je trouvais que c'était rempli, rempli d'espoir. Et encore une fois, je me sens très privilégiée d'avoir été un petit peu, d'avoir fait partie de ce mouvement-là. Vous savez, j'étais un parmi les milliers et les milliers, les millions d'admirateurs, admiratrices au Canada après ces Jeux de Pékin. Et vous savez, c'est ma 25e année et que je vis dignement mon engagement avec le handicap. Et c'était un événement majeur et c'était le grand mouvement d'un décollage exceptionnel pour le handicap et au Canada et même dans le monde. Maintenant, dites-moi, ce départ ou cet arrêt a été préparé avant le 2008 des Jeux de Pékin ou c'était venu après les 5 médailles d'or? Comment s'est-il passé? C'était décidé avant les Jeux. Ah, Avant même, un an avant, en fait, j'avais pris la décision que Pékin serait mes derniers Jeux. Donc, j'allais à Pékin avec cette espèce d'objectif ambitieux. Je me disais, je veux et je vais gagner 5 médailles d'or. Et ensuite, je prends ma retraite du sport. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. J'ai réussi à gagner les 5 médailles d'or. J'ai pris ma retraite du sport. Je suis restée impliquée. Donc, j'ai eu ce grand bonheur aussi de quitter au sommet du podium où je voulais être, à faire ce que je voulais faire et accomplir et laisser comme héritage. Et ça, je me sens... euh, j'ai beaucoup de gratitude parce que on sait jamais, les athlètes, je veux dire, on peut être blessé, on peut, tu sais, d'avoir ce moment parfait-là, et c'est magique quelque part. Donc, et j'étais prête et je m'étais dit, si je réussis à gagner ces 5 médailles d'or, j'aurai accompli tout ce que je veux faire dans ce sport-là. Donc, ce sera le bon moment pour passer à autre chose. Il faut dire aussi que au Jeux de Pékin, j'avais déjà 38 ans. Donc, c'était le moment pour un athlète aussi de se dire, OK, quelle sera, euh, quelle sera la prochaine et quelle sera la prochaine étape de ma vie professionnelle quelque part. Mm. on va y arriver à cette période aussi enrichissante aussi que le sport, qui se ressemblent. D'ailleurs, nous venons de terminer, pour compléter dans le même sujet, les Jeux paralympiques de Paris 2024 et le Canada est classé 12e mondial. Pensez-vous, et avec une femme d'expérience, que nos athlètes ont les moyens nécessaires et suffisants de nos jours durant leur pratique pour atteindre les meilleurs résultats? Sinon, quelle est votre recette miraculeuse pour qu'ils puissent se dépasser, se réaliser? On vous écoute. Écoutez, il y a pas de recette miraculeuse et c'est ça le grand défi. Et le défi du Canada, moi, j'ai espoir que le Canada a fait meilleure performance depuis plus d'une décennie. Donc, bravo à nos athlètes, nos entraîneurs et nos équipes. Ceci dit, je suis convaincue que on peut être dans un top 10, on peut être dans un top 5 même. Mais ça, il faut vraiment que, comme comme pays, on investisse. Donc, oui, ça prend des sous. Il faut investir dans le sport à haut niveau, mais il faut aussi investir dans le recrutement des athlètes, le recrutement et le développement. Et c'est le grand défi du mouvement paralympique et c'est le défi qu'on a ici au Canada, dans les différentes provinces et territoires aussi, de se dire où est-ce qu'on va chercher, comment est-ce qu'on va chercher et qu'on accroche des jeunes en situation de handicap qui peuvent être, c'est un grand pays, le Canada, il y a des régions qui sont plus éloignées. Où sont ces personnes-là qui auraient, le potentiel de devenir des médaillés paralympiques et l'envie de le faire, et là, de leur donner des outils, de leur donner une infrastructure, un environnement pour que
ce talent-là se développe. Et c'est ça qui est pas facile. C'est pas facile. Euh, mais ça vaut la peine de le faire. Et je dirais que ça vaut la peine de le faire, pas juste pour euh, la quelques dizaines de centaines d'athlètes qui vont faire les équipes paralympiques et qui vont gagner des médailles, mais ça vaut la peine parce que euh, ces athlètes-là vont, comment dire, ça résonne partout à travers le Canada et ça résonne pas juste pour les athlètes. Ça donne vraiment un message, ça envoie un message tellement fort à tous les Canadiens qui dit, tu sais, n'ayez pas peur d'engager une personne en situation de handicap. Faites l'effort de vous assurer que votre business, que votre école soit accessible pour tous. Et ce que ça dit, c'est que l'inclusion, l'inclusion, euh, c'est un investissement où tout le monde gagne. Et c'est ça la puissance du mouvement paralympique quelque part, c'est que oui, on parle de sport et on parle de haute performance, mais on parle de beaucoup plus que ça. Mais précisément avec le mot que vous venez de prononcer, l'inclusion. Que le Québec se lève et que le Québec se réveille, on parle du Québec actuellement, Ouais. c'est que nous avons au Québec, Madame la sénatrice, 1,4 million personnes vivant avec un handicap. Si je parle de la paludisme cérébrale, on est autour de 24 000. Mhm, Donc, imaginez-vous 1,4 million en ajoutant les aidants naturels, en ajoutant les parents, les sœurs, les frères, on est rendu à 4 millions. La mhm. moitié de la population québécoise vit avec directement ou indirectement proche d'un handicap. Donc, il est évident de parler de cette inclusion et de réveiller les entreprises, aller embaucher les personnes handicapées. C'est tout à fait normal ce que vous venez de vous dire, de nous dire. C'est normal c'est normal et idéalement, on ne devrait pas avoir besoin de le dire, mais la triste réalité, c'est que il reste encore énormément à faire. Je vous dirais que quand j'ai quitté le monde paralympique, je me suis assez rapidement rendu compte que ben, j'étais pas représentative nécessairement de qu'est-ce que c'est vivre avec un handicap au Québec, parce que moi, j'étais là, je gagne super bien ma vie comme athlète paralympique à l'époque, maintenant comme sénatrice. J'ai une énorme autonomie parce que je suis en forme, mon handicap est assez léger. Bon, donc, j'ai une énorme autonomie. Les gens me reconnaissent, donc les gens ont pas nécessairement de préjugés envers moi. Et graduellement, je me suis rendu compte que ben, c'est pas ça la réalité des personnes en situation de handicap au Québec. Il reste énormément de barrières. Il Mm. reste un trop grand pourcentage de personnes en situation de handicap qui n'ont pas accès au travail, n'ont pas accès à une formation euh, nécessaire pour une inclusion optimale, accès, tu sais, accès à des loisirs, accès à la culture, à l'éducation, au monde du travail, euh, des situations aussi au niveau économique. Il n'y a pas de raison que les personnes en situation de handicap soient de façon euh, si disproportionnée dans la pauvreté. Et qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ça le défi, parce que là, tout le monde dit, ah oui, oui, mais ça, c'est pas les municipalités, ça devrait être la province. Ah non, non, ça devrait être le fédéral. Et finalement, ma grande conclusion et ma triste conclusion, c'est que tout le monde va dire, ah oui, il faut, ah oui, on veut être inclusif, mais on n'a pas de sous. Mais on n'a pas de sous pour une rampe, mais, ah oui, mais on est un trop petit restaurant, on est un trop petit ceci ou ah oui, nous, on le ferait pas, mais aller ailleurs. Et finalement, on se retrouve où tout le monde un peu se passe la rondelle et personne ne passe à l'action de façon assez concrète et sauf si on les oblige. Et moi, c'est ma grande tristesse et c'était ma grande conclusion. Je me suis dit, attendre que
de façon globale, les organisations, les individus, le monde corporatif le fassent parce que c'est la bonne chose, ça marche jamais. Il faut qu'il y ait une certaine contrainte dans les règlements, dans les projets de loi. Et on aimerait ça que la société change parce qu'on se réveille et on se dit, ah ben oui, évidemment, il faut inclure, mais c'est trop long. C'est trop long d'attendre quand on se fie sur la bonne volonté. Ça prend des projets de loi qui vont dire, écoutez, vous voulez une subvention? Êtes-vous accessible? Êtes-vous inclusif? Ben, tant pis pour vous si vous ne l'êtes pas, tu sais. Bon, et ça, c'est ma conclusion très, très personnelle. Euh, mais je pense qu'il faut que nos gouvernements, à tout niveau, soient un petit peu plus contraignants et investissent parce que ça vaut la peine et parce que le retour, il est là. Je réponds tellement longuement sur cette question, mais c'est tellement important pour moi. Et je trouve qu'on est à une époque où peu importe le handicap et peu importe la complexité du handicap, c'est pas si complexe justement d'inclure les gens sur le marché du travail, par exemple, parce que technologiquement, on n'est plus, c'est plus comme c'était il y a 40, 50 ans ou même 20 ans. T'sais, si on fait le choix d'inclure, on va trouver des moyens de le faire. Euh, et, 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 et n'importe qui va pouvoir contribuer de la façon dont il veut le faire, peu importe son handicap. Et ça, je suis très convaincue de ça. Mm. Honorable Petit Clair, je suis impressionné et honoré par votre franc-parler que je confirme, je partage à 100%. C'est notre combat quotidien que nous vivons aujourd'hui. C'est vrai, vous avez dit le vrai mot, les vrais mots à la bonne place et dans le bon sujet. C'est ça ce qu'on a besoin ici au Québec et au Canada, des personnes qui vous ressemblent pour que ça nous rassemble. C'est très important. Maintenant, on va aller dans un autre sujet mais qui touche toujours à votre vie, même personnelle, respectueusement, je dirais personnelle. Je dis, vous êtes l'athlète sur piste les plus médaillés de l'histoire. Vous êtes aussi l'athlète féminine la plus médaillée du Canada, tout sport confondu, si j'ai bien compris, et ce grâce à votre attitude, votre passion et votre détermination. Après une mûre réflexion avec votre conjoint, James, et beaucoup de contraintes relatives à cette peur de grossesse en fauteuil, un nouveau monde s'éveillera dans votre foyer. Il s'agit d'Eliott, votre nouveau-né. Avez-vous un message d'encouragement? On parle d'Eliott, c'est sûr, c'est un exemple, mais on va parler aussi des autres. Avez-vous aujourd'hui, avec l'expérience que vous vivez partout, elle est partagée partout, cette expérience que vous vivez, d'encouragement à adresser aux personnes vivant avec un handicap qui désirent même vivre la même expérience, mais qui ne possèdent pas malheureusement cette détermination pour dire go. Qu'est-ce que vous aurez à leur dire aujourd'hui? Ah, ben, je dirais que la parentalité, c'est la plus belle des aventures. C'est pas la plus facile, mais c'est la plus belle, ça, c'est certain, certain. Et c'est vrai que j'ai décidé de devenir maman euh, en situation de handicap et aussi dans la quarantaine, hein, après les médailles et tout ça. Donc, j'avais ce double défi de maternité et grossesse. En situation de handicap dans la quarantaine. Euh, et, et, et on a plus de peur qu'on devrait en avoir. D'une part, je dirais, il faut se faire confiance. Il faut se faire confiance et il faut trouver dans le domaine médical, je parle des médecins, je parle euh, de tous ceux qui vont nous accompagner dans cette grossesse-là ou dans cette parentalité-là, des gens qui vont nous faire confiance. Et il y en a beaucoup et qui vont pas dramatiser ça et au contraire, qui vont dire, ben oui, ça se peut, ben oui, ça se peut. Et ça vient avec certains défis,
Mais finalement, pas tant que ça. Pas tant que ça. Moi, je me dis, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec ce petit bout de chou, avec mon fauteuil? Comment je vais faire tout ça? Et on se rend compte que, il y a des outils. On se rend compte aussi que la grande force des personnes en situation de handicap, c'est que on a constamment été poussés à trouver des solutions, à s'adapter, à trouver des petits trucs. Donc, quand on embarque dans l'aventure de la parentalité, ben, on fait ce qu'on a toujours fait de toute façon. On trouve des solutions, on trouve des trucs, on trouve des alliés et ça fonctionne. Et c'est fantastique. Et c'est fantastique de le faire. Donc, c'est ce que je dirais. Je dirais, faites-vous confiance. On se fait confiance. Euh, une fois qu'on se fait confiance, ben, on, on embarque là-dedans et puis ça va super bien. Donc, Donc, c'est une question de confiance en c'est soi. une question de confiance en soi, je dirais. C'est de se dire, parce que la réalité, c'est que quand il s'agit de parentalité en situation de handicap, il va y avoir des gens qui vont avoir des petits doutes. Ah, mais comment tu vas faire ceci? Comment tu vas faire cela? Oui, mais. Et puis finalement, on se rend compte que ben, il faut s'entourer d'alliés aussi. Et on se rend compte que, ben oui, on est capable de le faire. Et oui, on est capable de, on est capable de remplir ce rôle-là de façon tout à fait adéquate. Et c'est ça, la confiance, c'est de se dire, oui, il va y avoir des petits défis, des petites barrières, tu sais, oui, parfois, on va prendre des décisions et puis on va dire, ben écoute, on va dire à son conjoint, ben écoute, moi, je vais faire, je vais l'amener à la piscine et toi, tu l'amènes dans la glissade de neige. C'est correct et c'est pas la fin du monde. C'est Et exactement ça. c'est pas dramatique. Exactement Comme ça. ça se fait dans toutes les familles, de toute façon, hein, il y a un partage des rôles et responsabilités dans toutes les familles. Et quand on est une famille avec un des parents ou même deux des parents en situation de handicap, ben ce partage-là, peut-être qu'il se fait un petit peu différemment et c'est pas plus grave que ça. Il faut dédramatiser tout ça. Vous savez, je ressens vraiment la sagesse dans vos pensées là. Il y a une certaine sagesse que vous dégagez et ça fait du bien pour les autres de vous écouter. Ça, je ne vais pas vous lancer des fleurs loin de là. On ressent ça depuis longtemps, depuis des décennies et rien qui est changé chez vous dans votre comportement, dans vos verbes, dans votre discours, dans vos discours. On va aller maintenant dans les discours, on va aller au niveau du Sénat. On va voir qu'est-ce qui se passe dans cette grande chambre haute là je pense le 18 mars 2016, vous êtes nommé au Sénat du Canada et vous faites partie du groupe d'indépendants, des sénateurs indépendants. Vous êtes passionné par la santé et les droits des personnes handicapées et je comprends ça très bien. En juin de la même année, c'est ça le point le plus important, vous aviez délivré votre premier discours sur l'aide médicale à mourir en disant ce n'est pas à nous de s'octroyer le droit pour prendre une telle décision à la place d'un individu lucide. D'ailleurs, pardonnez-moi de vous dire, ma réponse était presque pareille parce que j'avais participé à cette loi numéro 11 avec l'Assemblée nationale et j'ai dit, qui suis-je pour prendre une telle décision à la place d'une personne lucide? C'était la même réponse quasiment. C'était dernièrement en 2023. Maintenant, serait-il sage de penser que le gouvernement devrait répondre rapidement et adéquatement aux besoins quotidiens des personnes handicapées pour diminuer cette souffrance psychologique et physique, mais surtout peut-être pour leur faire disparaître ces nuages noirs qui les accompagnent? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une, euh, c'est une excellente question et c'est vraiment au cœur de toute cette réflexion sur, d'un côté, ce droit à l'aide médicale à mourir, et j'y crois, et c'est une position que je continue de supporter. Donc, dans des souffrances extrêmes, alors qu'on a tout essayé et que rien n'allège une souffrance
extrême, je continue de penser qu'un individu a le droit de choisir comment il veut euh, terminer sa vie. Ça, j'y crois beaucoup. D'un autre côté, il ne faut jamais, jamais, jamais se retrouver dans des situations où un individu, pour toutes sortes de raisons, n'aura pas accès à tout le soin, à tous les traitements, à tous les intervenants et les experts dont il a besoin pour alléger cette souffrance. Et ça, c'est crucial. Oui, Et on en a vu, on en a entendu des histoires où quelqu'un dit j'ai pas, j'ai pas les soins adéquats, j'ai pas l'équipement, j'ai pas les traitements dont j'ai besoin, et donc ma souffrance est intolérable. Et c'est là où ça fonctionne pas. Et c'est là où, comme province, comme pays, il faut vraiment s'assurer que n'importe quelle personne, euh, que ce soit pas négociable, c'est pas, il faut, ça peut pas être négociable. C'est comment on fait pour alléger les souffrances de quelqu'un? Parce que l'aide médicale à mourir, ça devrait être le droit d'un individu après qu'il ait eu accès, qu'on lui ait offert toutes les possibilités qui existent pour alléger sa souffrance. Donc, les deux doivent coexister. L'accès à tous les traitements, l'accès à tous les services, traitements et services. Et quand tout ça est fait, après la personne, elle décide. exactement. Mais comment on prend une décision si on n'a pas accès à tout ça? Et c'est là le grand défi. Et c'est là où il y a la responsabilité de nos systèmes de santé. Et c'est là où ça me brise le cœur quand je lis des trucs où on se dit, euh, si on a une personne en situation de handicap ou une personne avec une situation de santé qui n'a pas accès à tout ce qui existe. C'est ça qui fonctionne pas dans le fond. Mm, Donc, mm, ça n'a mm. rien à voir avec l'aide médicale à mourir dans le sens où on, on peut pas, il faut se battre et on peut pas accepter que n'importe qui dans une situation X n'ait pas accès à tout ce qui pourrait l'aider, à avoir un maximum d'autonomie, un minimum de souffrance. Exactement. Et ça, la réalité, c'est qu'on n'est pas là. Et la réalité aussi, c'est que il y a un déséquilibre dans les provinces aussi. Euh, des fois, je regarde ma province, le Québec, et je me dis, à certains niveaux, on a des filets sociaux qui sont quand même assez solides, qui n'existent pas toujours dans d'autres provinces. Et ça c'est une autre question. Tu sais, moi, je suis ici euh, au Sénat du Canada avec des projets de loi qui touchent le système fédéral, mais je vois, tu sais, je suis témoin de ce déséquilibre-là et je me dis comment, tu sais, je veux dire, comment l'accès à un fauteuil roulant qui a de Oui, l'allure oui. est un défi dans certaines provinces en 2024. Ça n'a pas de sens, là, ça n'a pas de sens. Euh, et j'ai pas la réponse, mais ce que je sais, c'est qu'il ne faut pas rester silencieux, il faut continuer de se battre, il faut continuer de dire que c'est inacceptable. Euh, et plus qu'inacceptable, c'est dramatique. C'est dramatique de se dire que euh, quelqu'un, pour toutes sortes de raisons, n'aura pas accès à des soins, à des services et de façon assez rapide aussi. Tu sais, c'est tout ça, là, tout ça. Donc, c'est un système qui a des grosses carences, tu sais, de façon globale, mais aussi de façon pointue. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et encore là, tout le monde a sa part de responsabilité là-dedans. Et encore là, il faut se dire, sortir les personnes handicapées de la pauvreté, offrir des services, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Il faut arrêter de dire que c'est des dépenses et que c'est une grosse dépense, on n'a pas de sous. C'est pas une dépense, c'est un investissement. Exact. Parce que quand les personnes
sont autonomes, quand les personnes sont en santé, ben, ça fait des individus qui contribuent. Et ça, c'est quantifié, ça me dépasse quand on n'est pas capable de faire cette équation-là, je dois le dire. Je vais continuer dans le même sens de votre sujet. Mm. Quand vous parlez de carence, vous parlez de la dignité, de l'égalité, sont des sujets extrêmement importants. C'est pour cela que vous êtes la personne exemple pour parler des caractéristiques particulières des personnes handicapées et surtout de leurs droits et dignités. On porte atteinte à la dignité lorsqu'on marginalise, lorsqu'on stigmatise ou dévalorise des personnes handicapées. Cependant, l'article 1 de la Charte universelle des Nations unies est clair, nous sommes tous nés égaux. Pensez-vous que cette déclaration est vraiment pratiquée chez nous? Au niveau des personnes handicapées, je parle là. Ben, c'est-à-dire que cet article, de façon, de façon théorique, euh, et cet article-là, et le Canada est signataire de plusieurs conventions qui, en théorie, protègent le droit des personnes en situation de handicap. Et c'est vrai que quelque part, ça donne des outils aux individus, ça donne des outils aux organismes pour aller de l'avant, pour protester, pour faire respecter ces droits-là. On l'a vu, par exemple, dans des situations où des personnes en situation de handicap, les droits sont brimés euh, on l'a vu dans des situations de transport aérien. On a vu beaucoup de ça ces temps-ci. Tu sais, le droit d'une personne à se faire respecter quand on voyage. Donc, oui, ça existe, mais la réalité sur le terrain, c'est que La il y a, population, la c'est ça, population, ou la peu population exactement euh, ça. est encore, est encore fait face à encore plusieurs barrières, plusieurs préjugés et inégalités. Donc, Hmm. quelque part, oui, ça existe par principe, mais concrètement, il reste encore tellement, tellement de choses à faire. Donc, comment, tu sais, comment est-ce qu'on concrétise tout ça? Et c'est là le grand défi, tu sais, parce que on peut bien parler d'accès universel, mais l'accès universel, il faut, il faut qu'il soit il faut qu'il se pratique sur le terrain. Donc, il faut que ça commence par des barrières architecturales, au niveau des architectures. Ça commence par un accès physique à tout ce dont on a droit. Et ça, la réalité, c'est que ça n'existe pas encore. Et donc, on s'attaque à ça, mais on s'attaque à ça comment? C'est très complexe, c'est très complexe. Et qui le fait, qui devrait le faire et avec quels moyens? Donc, je pense il faut attaquer cette situation-là quand on parle d'accès universel à tout niveau. Il faut le faire dans nos municipalités, il faut le faire dans nos provinces, il faut le faire au Canada. Il faut que chaque gouvernement soit tenu responsable. Et, et la réalité, c'est que il reste encore énormément à faire. Euh, il faut investir aussi, ça prend des sous. Il y a un côté de moi qui vit avec beaucoup d'espoir, mais il y a un côté de moi qui se dit aussi, c'est que ça se gagne petit à petit, mais ça va jamais être gagné. Et tristement, en fait, je sais pas quand ça va se gagner à tout niveau. Euh, et c'est ce qui, quelque part, en même temps, nous rend tristes, quelque part, je pense. Mais j'aimerais dire, tu sais, il faut se battre, il faut le faire de façon positive, il faut se trouver des alliés, mais aussi, quelque part, il faut se donner le droit de ne pas accepter. J'ai comme l'impression, et ça, c'est très personnel, là, j'ai comme l'impression que le mouvement des personnes en situation de handicap au Canada est un mouvement qui se veut très, très positif. Tu sais,
On a longtemps voulu, on veut travailler avec les gouvernements, avec les organisations, on veut s'intégrer parce que c'est la bonne chose, on veut démontrer qu'on est capable de le faire. Et j'ai l'impression que à partir d'un certain moment, il faut choquer un peu. Hein? Il faut être capable de dire, ça n'a pas de sens. Non, on n'accepte pas ceci. Et non, on ne va pas juste dire, ah ben oui, euh, vous faites votre possible et on va le faire sur 10 ans. Tu sais, à un certain moment, à partir de quand on dit, vous n'avez pas fait votre job, vous faites pas votre job. Euh, moi, je suis un peu rendue là, je dirais, comme Que- citoyen, comme consommateur aussi. Moi, je ouais, suis comme consommateur, là, je suis à une étape de ma vie où je dis, ben non, je n'irai pas manger chez vous. Hein? Si vous ne faites ouais, pas l'effort d'adapter, non, c'est pas correct de dire, on va vous aider, on va trouver 2 gars pour vous aider à monter nos 3 marches. Non. Hein? Moi, ouais. j'irai ailleurs. Je vais dépenser mon argent ailleurs. Et c'est le pouvoir que j'ai comme individu et comme consommateur. Donc, peut-être qu'il y a place à un petit peu plus d'indignation et de ne pas accepter que oui, on fait des efforts. C'est pas assez et c'est pas assez vite, selon moi. C'est très clair, mais je veux aller un petit peu en terminant, en conclusion, dans le même sujet, c'est que vous êtes parmi les personnes désignées, pas seulement au niveau national, même au niveau international, pour envoyer un message inspirant aux autorités, que ce soit les gouvernements, le municipal, toutes sortes d'autorités dans le monde, pour faire progresser les mesures de sensibilisation des autorités au niveau de la population envers les personnes handicapées, parce que le problème vient que ce voisin regarde son voisin handicapé d'une autre façon au lieu d'une façon différente, que ce soit égal à lui. Et c'est un rôle qui relève des autorités. Si vous êtes d'accord avec moi, je pense vous faites partie de cette élite lumineuse pour faire progresser ce projet parce que vous êtes des personnes désignées. Absolument. Et je dirais de façon constructive, c'est que le message que j'essaie d'envoyer à tout le monde, c'est que d'une part, euh, chaque, chaque gouvernement et chaque organisation, et c'est très tendance ces temps-ci, tout le monde prône, hein, inclusion, équité, diversité. Donc, le dire, c'est une chose, mais ça prend des plans d'action. Et je dirais que ça vaut la peine de le faire. Ça vaut la peine de le faire parce que c'est la bonne chose à faire au niveau de ces principes-là. Ça vaut la peine de le faire aussi parce que c'est ce que les lois nous demandent de faire, les règlements nous demandent de faire. Et ça vaut la peine de le faire parce que tout le monde y gagne. Les organisations y gagnent et on y gagne au niveau évidemment de l'inclusion, au niveau de personnellement, hein, de la diversité nous rend plus forts. Mais ce que les études nous disent aussi, c'est que ça vaut la peine au niveau de la productivité. Donc, il y a que de bonnes raisons de le faire. T'sais. Peu importe de quel angle on regarde ça, investir, investir économiquement, investir au niveau de l'humain dans la diversité, tout le monde y gagne. Et Exactement c'est ça. simple comme ça, c'est simple comme ça. Euh, Honorable Petit Clair, en terminant, j'aimerais bien vous dire que votre passage sur cette terre laissera inévitablement ses traces d'un modèle et d'une détermination inégalée et surtout d'un exemple à suivre pour toutes les générations. Je vous remercie pour votre présence et Téléhandicap profite de l'occasion pour souhaiter bonne chance à la relève pour les prochains Jeux paralympiques et à vous de continuer la diffusion de cette lumière qui ne s'éteindra jamais. Je vous remercie. Merci à vous, c'est un plaisir. À vous, chers téléspectateurs, je vous dis merci. À une prochaine émission.